antécédents familiaux. Donc, nous devrons poser des questions à savoir si dans la famille, il y a des notions d'épilepsie, de retard de développement psychomoteur, de décès néonataux ou mort fœtale intra-utérine, ou notion de convulsion de la première semaine, ou encore la notion de consanguinité. Les contextes anté, péri et postnataux, nous devons chercher à savoir s'il y a eu une infection intra-utérine, un diabète gestationnel, prise maternelle de toxiques, une augmentation des mouvements actifs fœtaux ou encore leur diminution, le rythme cardio-fœtal, savoir si l'accouchement était dystocique ou pas, connaître l'APGAR et savoir s'il y a une notion de cri avec des manœuvres de réanimation, si elles ont été faites à la naissance, ainsi que le pH au cordon. L'histoire des convulsions. Donc, par rapport aux convulsions en question, on devra connaître le délai par rapport à l'introduction de l'alimentation, savoir si l'enfant était léthargique ou si l'enfant a vomi. La description clinique doit être complète en précisant les crises, l'âge de survenue. Il y a des crises, lorsqu'elles surviennent entre J0 et J3, elles nous orientent vers certains types de diagnostics tels que l'encéphalopathie, les hémorragies intracrâniennes ou encore certaines causes métaboliques. Et lorsqu'elles surviennent entre J4 et J7, on peut penser à une infection, soit certaines causes métaboliques ou les malformations cérébrales. Alors, pour ce qui est de l'examen clinique, on devra prendre les signes vitaux du nouveau-né, à savoir la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, la température, le temps de récoloration cutanée et la tension artérielle. Connaître si l'enfant est né à terme ou pas, et s'il est né à terme, si son poids est normal par rapport au terme. Donc, ça peut nous orienter vers les hémorragies méningées, ou encore si c'est un macrosome, les convulsions peuvent nous orienter vers l'hypoglycémie. Examiner l'enfant, chercher à savoir s'il y a des dysmorphies ou encore des malformations. Examiner la fontanelle, la conscience et le tonus, soit encore chercher à sentir les odeurs, savoir si elles sont odorantes ou malodorantes. Examiner la peau à la recherche des taches cutanées. Des taches. Exploration paraclinique, il y a un bilan de base, ce bilan-là qui est essentiel. On devra prendre le dextro, faire l'ionogramme sanguin, la calcémie, la magnésémie, les gaz du sang, les lactates, l'ammoniémie, le bilan hépatique, le bilan infectieux, donc tel que la NFS-CRP, l'hémoculture, même les CBU et la fonction lombaire également, qui sera discutée en fonction de l'histoire clinique. On devra faire également l'échographie transfrontalière et l'EEG, comme c'est dit plus haut, les examens de seconde ligne ou encore qui peuvent être les examens de première ligne en fonction du contexte. On peut élargir le bilan métabolique, donc on devra doser l'acétonurie et l'acétonémie, les lactates, pyruvates dans le sang ou encore dans le liquide céphalorachidien, la chromatographie des acides dans le sang et organique dans les urines, la recherche des embryophétopathies, euh, la tomodensitométrie, si après avoir fait le bilan essentiel et qu'on n'a pas de diagnostic, elle est réalisée, elle est indiquée et peut nous permettre de mettre en évidence des grosses malformations, des hémorragies méningées ou sous-durales ou des calcifications si on a. Et on peut aller plus loin en faisant l'imagerie par résonance magnétique si le premier bilan est négatif, mais et que les convulsions sont réfractaires au traitement, l'IRM va mettre en évidence certaines malformations à type de lysencéphalie, dysplasie corticale ou certaines hétérotopies. L'IRM va permettre également de préciser une lésion cérébrale qui n'est pas visible à l'écho transfrontalière ou à la tomodensitométrie. Passons à présent aux étiologies. Il y a 3 grands groupes, les crises occasionnelles, les syndromes épileptiques néonataux, les maladies métaboliques à début néonatal. Pour les crises occasionnelles, on a un chef de file, l'encéphalopathie anoxo-ischémique, qui se manifeste par des convulsions à partir de la 6e heure et des fois, dans certains cas, on peut aller à H2 de vie jusqu'à H24
Ces convulsions sont toniques, cloniques, focales ou multifocales, ou encore elles peuvent être frustres. On peut également assister à un état de mal convulsif et dans ce cas, c'est un signe de gravité. Et le degré de sévérité de l'encéphalopathie anoxo-ischémique, lorsqu'elle est compliquée, et elle est, je m'excuse, elle est évaluée par le score de Sarnat. Et donc, on fera également l'EEG qui a une valeur pronostique. À l'EEG, on aura soit un aspect dit gravement altéré et qui l'EEG sera inactif, paroxystique ou pauvre, un aspect proche de la normale. Le pronostic est favorable ou encore des aspects intermédiaires. Dans l'encéphalopathie, l'IRM peut être indiqué parce qu'elle devra préciser le degré des lésions corticales, de la substance blanche et des noyaux gris centraux. Et cette dia nous montre juste des, le degré ou les différents types de l'encéphalopathie anoxo-ischémique en fonction des stades selon Sarmat. Les convulsions qui sont là, au stade 1, elles sont absentes, donc il n'y a pas de convulsions. Elles sont fréquentes au stade 2 et sont rares au stade 3. Mais lorsqu'on voit le EG, il est normal au stade 1, il est discontinu au stade 2 et il est